だ。麦わらのことさ。今そっちへ向かってんだよ。おめえに用があるんじゃねえよ。知るお前、俺にでかい借りがあるよね。か。借りだと。忘れたとは言わせないよ。昔の話だ。いや、一生の恩さ。麦わらとかいう小僧に恨みがあるのは俺だ。 Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Confinement, voici Kitaro et voici Kamaltero. Et bienvenue dans notre analyse du chapitre 977 de One Piece qui va être super excitante, ça va faire beaucoup parler, on va devoir théoriser, on a énormément de choses à vous dire. Un programme qui aujourd'hui nous plaît vraiment tout particulièrement puisque si d'habitude et avec les derniers chapitres de One Piece on devait récapituler toutes les intrigues que le Nouveau Monde nous avait apportées jusqu'alors, puisque Wano Kuni est une saga vraiment qui va comporter 6, 7, 8 dernières années de One Piece, et bien cette fois on va pouvoir un petit peu enfin théoriser vers ce qu'on a en avant. C'est pourquoi dans chaque partie de cette vidéo on va devoir théoriser à la fois sur le plan, à la fois sur les morts, à la fois sur les puissances et à la fois sur un petit fiston. On ne peut pas aller de l'avant si on ignore le passé, et vous allez voir qu'Eiichiro Oda, comme la saga des 4 empereurs en toile de fond pour le Nouveau Monde, est en train de boucler l'histoire des Rocks qui a commencé il y a 38 ans dans la vallée des dieux et qui va se terminer aujourd'hui sur l'île du démon. C'est pourquoi en première partie direction Onigashima avec du concret. Enfin c'est extrêmement excitant puisque nous allons pouvoir enfin établir des confrontations avec des équipes qui vont à gauche, à droite et comprendre comment Kaito va pouvoir enfin tomber. Nous allons bien sûr aborder en deuxième partie les Mugiwara et le rapport de force dans l'équipage qui est totalement bouleversé par un Jinbei, un banquet qui va sûrement mal se terminer et surtout un terrible secret entre Sanji, Zoro et Jinbei. Et enfin, tel père, tel fils, avec un certain enfant. Il y a beaucoup de candidats, nous allons évoquer des personnes connues, des personnes non connues, pour tirer définitivement et une bonne fois pour toutes l'identité du fils de Kaido. Une surprise monumentale de ce chapitre, la créature la plus forte du monde, la bête, le chef de meute, a en fait une famille.そもそも赤髪って男がどれほどの海賊なのか分かっとるのかお前は。今や星の数ほどおる海賊たちの中でかの白ひげに並ぶ4人の大海賊の一人じゃ。グランドラインの後半の海にまるで皇帝のように君臨するそやつらを世に四皇と呼ぶ。この三大勢力がバランスを失うと世界の平穏が崩れるというほどの巨大な力。Les 4 plus puissantes entités sur Terre, empereurs des mers, maîtres du Nouveau Monde, ils sont les enjeux de la dernière ligne droite du manga. Et alors que Luffy, en rentrant dans la seconde partie de Grand Line pour devenir le roi des pirates, rencontre les hommes poissons, défait un despote, libère des pays, bat des méchants, eux ont toujours été là, dans l'ombre, à tirer les ficelles, incontrôlables et inatteignables créatures. Ainsi, au chapitre 802 commençait la saga des 4 empereurs, en se concentrant en première partie sur le récit de 2 monstres perdus dans ce monde, se réfugiant dans la nourriture ou l'alcool. Nouvel et plus terrible obstacle sur le chemin du chapeau de paille, il s'agit là de leur histoire, l'auteur construisant petit à petit en toile de fond leur vie pour bientôt la terminer. Ainsi, les Rocks, inévitables puissances de l'ancienne ère, sont de retour, et alors que tout a commencé il y a 38 ans dans la vallée des dieux, tout se terminera sur l'île du démon. Une analogie sur le thème récurrent de One Piece et un parallèle entre les 2 guerres qui ont bouleversé la face de ce dernier, les seuls pouvant les vaincre étant la volonté alliée à la justice, celle du dit à celle de la marine.
Et comme la résurrection des Rox donnant au dragon ses ailes, une autre alliance pourrait se créer. Et à l'instar de Goldie Roger et Monkey D. Garp, Luffy, qui aujourd'hui ressemble plus que jamais au seigneur des pirates, va devoir s'allier à la marine. Cette dernière étant déjà sur place, Jess Drake, membre des Tobiropo, brigade d'élite de l'équipage au 100 bêtes, est en réalité membre de la division secrète des Sword, infiltré chez Kaido pour servir la marine en contact direct avec Kobe. Ainsi, l'amitié rivale de Kobe et Luffy se reflétant sur celle de Roger et Garp, l'alliance pirate-marine va peut-être renaître. Shinsekai. Luffy-san, 僕らきっとまたそこで会いましょう。大将の座についてみせます。 Paradoxalement, la réticence de l'amiral en chef au chapitre 907 et 957 confirme que la marine devra à un moment ou un autre prendre parti dans le conflit d'Onigashima, car étrangement, tous les plus grands pirates du monde sont liés à Wano Kuni, et là où sont les pirates, la marine doit aller. Cela permettrait, comme avec les pacifistas à Marineford, d'apporter la nouvelle création de la division scientifique de la marine pour remplacer les Shichibukai, le SSG. La justice n'aura donc bientôt plus le choix et comme il y a 38 ans, pirates et marine vont peut-être s'allier à nouveau pour affronter le plus grand danger que ce monde n'ait jamais connu, les Rox. Ainsi, la volonté du capitaine Shebek se serait transmise chez Marshal D. Teach qui, comme son prédécesseur, s'installe sur l'île de la Ruche avec son équipage. En quête des plus puissants fruits du démon et dont nous soupçonnons depuis 2 ans de vouloir récupérer celui de Kaido, Barbe Noire se dirige peut-être vers Wano Kuni, rappelant une nouvelle fois le triste final de Marineford, faisant de lui l'être ultime car possédant le meilleur Logia, le meilleur Paramecia et le meilleur Zoan. Les actes Kabuki de Wano Kuni permettant une parenthèse géopolitique nous auront démontré que les empereurs absents sont en déplacement. Barbe Noire, comme annoncé au chapitre 956, est déjà en mouvement. Et Shanks, quant à lui, a annoncé au chapitre 903 qu'il était temps de rencontrer Luffy, renforçant une nouvelle fois le parallèle entre celui qui au chapitre 579 était venu mettre fin à la guerre pour y récidiver sur Onigashima. Ainsi, son refus de rencontrer Luffy au chapitre 580 permettrait la rencontre tant attendue entre les deux sur Onigashima. De plus, Weeble, fils d'Edward Newgate, ancien membre des Rox, pourrait incarner ce dernier, permettant aussi à sa mère de redevenir membre des Rox. L'équipage serait encore plus complet. Nous pensons que l'ordre des empereurs sera une nouvelle fois renouvelé et que les empereurs actuels, à la fin de leur saga, ne seront plus Yonko. Comme après Marineford, après Onigashima verra une nouvelle ère se lever, celle de Monkey D. Luffy en confrontation directe avec Marshal D. Teach. Et donc, comme pour la bataille au sommet, la fin de Wano Kuni convoquera tous les acteurs du monde et différents piliers de force, Shichibukai, empereurs, supernova, amiraux et révolutionnaires. Ainsi, une nouvelle fois par le discours de Doflamingo, l'auteur aura annoncé la guerre pour le trône et termine notre théorie du parallélisme de l'œuvre depuis l'entrée dans le Nouveau Monde, dont nous parlons depuis 5 ans et dont nous sommes très fiers de savoir qu'elle se concrétise et que beaucoup en parlent après nous. Vous trouverez toutes nos vidéos sur le sujet en description, un long mais précis travail sur 5 années, parfait complément à cette vidéo, expliquant les nombreuses comparaisons faites par le mangaka entre Marineford et Wano Kuni, réalisant ainsi la plus grande bataille du monde pour terminer la saga des 4 empereurs comme elle a commencé. Ça y est, on peut le dire, nous sommes enfin sur Onigashima, nous avons posé pied à l'entrée à l'hiver, nous sommes sur l'île du démon et alors nous avons un plan pour aller attaquer Kaido. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que dans la fiction, à chaque fois qu'un plan est présenté par les personnages, il sera systématiquement déconstruit par l'auteur plus tard pour un effet de surprise. Et le premier qui le fait, c'est Luffy qui fonce tête baissée. Et alors on a un lot ici qui connaît un peu la mécanique d'équipage des Mugiwara et qui donc comprend qu'il faut encore changer ce plan. Ici tout de suite magnifique écriture d'Oda qui actualise une nouvelle fois le comique de répétition de Kinemon qui n'avait pas compris le plan, blablabla, c'est rigolo, c'est très intéressant, on a donc toujours de l'épique mêlé à de l'humour, c'est One Piece. Et alors ces fous rouges plus attachants que jamais ont une tâche qui leur est incombée, ça va être de couper la tête de Kaido. Alors enfin, on va arriver sur cette île supposée enneigée qu'on a vue depuis si longtemps dans One Piece. On remarque qu'il y a une géographie très concrète qui va être celle évoquée par l'auteur depuis maintenant 4 ans, c'est Marineford. Très clairement, nous avons la baie centrale pour faire émerger des bateaux, une flotte arrivée. On a vraiment la même scène. Vous pouvez mettre Ace au milieu, c'est pareil. Comme vous avez vu en intro, le parallèle vraiment d'écriture est totalement présent.
On avait attaqué Marineford, maintenant la deuxième bataille du manga est là, Onigashima. Et alors si Kinemon avait pensé à une diversion, heureusement qu'on a un lot qui va permettre d'en faire 3. On a un groupe qui va partir au milieu, mené par Céciliane, mené par Yogoro. On a un groupe qui va partir à gauche, ça va être sans doute un Kid. Un groupe parti à droite, ça va être un Luffy. Et alors tous ces membres là, ils vont permettre bien du coup de créer une sorte de chaos dans un banquet. C'est extrêmement important puisque la première chose qu'on pourrait nous dire c'est si les fourreaux rouges prennent le chemin des montagnes, hein, ça va être extrêmement cool. Ils vont prendre le col de Caradras là pour essayer de choper Kaido. Et bien on se dit mais si Kaido c'est le premier à répondre à l'appel et aller devant la porte, et ben ils vont se retrouver bien cons derrière. Mais vu que c'est censé être un banquet techniquement, et il faut pas le déranger, alors toutes les forces vont aller une par une en fait. Pour la toute première fois de l'histoire des fourreaux rouges, et ben c'est l'inverse. Pour le moment c'est eux qui ont l'avantage, alors que tout le long, et à cause de Kanjuro et tout, et ben ils se faisaient totalement avoir. Aujourd'hui l'effet de surprise et chez les Kuzuki, c'est incroyable. Donc peut-être que pour la première fois, vraiment, ils vont réussir leur coup parce que c'est un banquet, Kaido ne s'y attend pas. Et donc ce qui est vraiment très beau, c'est que c'est au reste de toute l'alliance de faire diversion, de faire appât pour les fourreaux rouges. Ça fait un parallèle encore une fois avec Marineford où tout le monde devait se sacrifier au bout d'un moment pour Luffy. Ici c'est Luffy qui va carrément faire l'appât et ben pour que les fourreaux rouges apparaissent donc devant Kaido et qui se présentent ici donc comme les protagonistes principaux vraiment de la bataille. On sait bien sûr qu'au bout d'un moment tout ne va pas se passer comme prévu et que Luffy va devoir les aider. Mais ce qui est très beau, c'est que donc la question se pose. Est-ce que les 9 fourreaux rouges, Shinobu remplaçant Kanjuro, pourront vaincre Kaido? Ce qui est beau, c'est que dans les SBS du tome 96, Eiichiro Oda a donné la réponse en montrant que chaque fourreau rouge était un fragment de leur maître, en composant en fait un oden, chacun étant un ingrédient même. Et ce qui est vraiment très poétique là-dedans, c'est que c'est un pour tous, tous pour un, la poésie de l'entraide jusqu'au bout, tous ensemble, réunis, forment leur maître. Et Oden Kuzuki est le seul à avoir pu blesser Kaido et avoir rivalisé avec lui. C'est sûr et certain qu'on va suer mais du cul quand les fourreaux rouges vont être dans leur petite montagne là et que tout le monde va faire diversion et qu'il y a un ennemi qui va se rapprocher d'eux ou quoi. Ça va être tellement intense puisque à l'instar du forcément on s'y attend la Tea Party qui part totalement en steak. Mais du coup nécessairement pour que chaque partie de Oden puisse se retrouver et créer un Oden, eh bien il nous faut déjà un Nekomamushi qui doit absolument arriver. Je pense que très prochainement on va revoir le chat. Et également, c'est ça qui est très beau, Kanjuro qui est un fourreau rouge à part entière dans les SBS mentionné comme un ingrédient d'Oden Kuzuki, eh bien je pense que pour une rédemption du personnage, et étant donné que quand même sa vie c'est quand même davantage de temps de vie écoulé chez les Kuzuki que nulle part ailleurs, eh bien pourquoi pas ce serait au final plus un fourreau rouge qu'autre chose, et je le verrais bien dans un moment ultra important, par exemple devoir à l'instar d'un Pedro, devoir appuyer sur un bouton pour faire exploser ou quoi que ce soit, et se sacrifier ayant une petite dernière pensée pour Oden et ses fourreaux rouges et dire finalement ce qui me représente le plus, c'est quand même ce que j'ai le plus joué. Mais on sait aussi que Orochi est une cible des fourreaux rouges et que toutes ces têtes vont devoir être coupées par les vassaux. Il y a beaucoup trop de candidats pour avoir la tête de Kaido, Luffy, Kid, les fourreaux rouges, même l'eau de base. À la toute fin, on le sait très bien, et ben ça va être Luffy contre Kaido. Et puis chez Orochi, on n'est pas sans vous rappeler qu'il y en a une petite comme ça qui fait dling dling qui est en train encore de jouer, et forcément par un mimétisme symbolique que Oda nous présente depuis le chapitre 909 de One Piece, et ben peut-être que du coup on aurait Iori qui se serait un petit peu incrusté ici pour jouer la chemisaine et pouvoir planter Orochi en secret comme ça, on sait pas. Ça qui est beau, c'est que Kaido s'est fait tellement d'ennemis qu'aujourd'hui tellement tout le monde est contre lui et qu'il va devoir faire un one versus all, et que donc c'est ça qui va être très beau, c'est que il va peut-être pas vraiment pouvoir gagner cette fois, il a beaucoup trop d'ennemis. Et d'ailleurs chez les ennemis on n'est pas sans vous rappeler qu'on retrouve du coup un Numbers qui est en train de boire, et dans le chapitre 954 de One Piece il nous était dit que c'était des gens qu'il fallait pas trop inviter parce qu'ils sont chiants quand ils boivent. Ils ont l'alcool mauvais. Ils ont l'alcool mauvais, et là on a du coup un Numbers qui est là qui fait je peux avoir un tonneau entier, merde vous êtes chiant de boire avec vous, donc très clairement leur réputation n'est pas à refaire. On a également une Big Mom qui change de kimono, voilà c'était faut le dire, voilà c'est tout, imaginez la scène, c'est bon vous l'avez. On a les 6 Toby Lopos qui arrivent, et si on connaissait X Drake Page 1, on remarque qu'il y a une femme qui a de jolies gambettes, et chez Kaido quand même, eh bien c'est important de le mentionner, c'est chose rare. Quant au reste, eh ben c'est assez japonisant, on imagine que ça va être des gens qui ont été du coup recrutés sur les 20 ans. En tout cas on est sur Onigashima, et ce qui est intéressant c'est aussi un parallèle à noter entre Enies Lobby et Water 7, les deux arcs qui se suivent et qui donc vont apporter rédemption sur une autre île en fait. Alors que ça commençait sur Water 7, on a pris le Rocketman pour aller sur Enies Lobby. Là ça commence sur Wano Kuni, on change d'île, et surtout que le tout se termine sur la première île. Ça se finit sur Water 7, ça va se finir sur Wano Kuni. Donc ça c'est intéressant de voir que la bataille finale se change d'île, et que donc peut-être que même si on sait très bien que Wano Kuni est composé de plusieurs actes de kabuki et tout, on a un peu la construction d'un deuxième acte, tous les enjeux étant mis en place. Maintenant il va falloir les terminer sur Onigashima. Enfin depuis 9 ans, depuis le 1er août 2011. Chapitre 633.
Les Mugiwara étaient réunis sur une seule et même case, on vous en a parlé depuis longtemps, on voulait que ça arrive, hein. Et bien ça y est, enfin ils sont là et c'est super mignon puisqu'on comprend vraiment tout l'amour qui est porté à Jinbei, le dernier Mugiwara. En plus d'une démonstration de force, ils sont là pour fêter quelque chose et c'est extrêmement important de mentionner ici que quelque chose sent très mauvais. C'est un Luffy qui va vendre la peau du Kaido avant de l'avoir tué et ça, c'est le truc le plus mauvais augure que je n'ai jamais lu dans One Piece. On connaît, Luffy depuis le début est totalement insolent. Mais ici, ce n'est pas bon du tout de faire ça, c'est la première fois de tout le manga que Luffy coupe l'herbe sous le pied de la victoire en disant bah voilà, on va battre tout ça et ensuite après on va trinquer. Bon, on est quand même dans un shonen, nous sommes dans One Piece, on est chez Eiichiro Oda, il a beaucoup de mal à tuer ses personnages, mais ici, on sent que ce banquet-là va ou être ruiné ou bien reporté, parce qu'à la fin d'Onigashima, en poussant la comparaison jusqu'au bout avec Marineford, Eiichiro Oda va sûrement devoir créer des morts, va devoir créer des moments très impactants qui ne pourront pas après créer un banquet trop cool. Super, on adore notre vie après Marineford, waouh, j'ai perdu mon frère mais on a quand même gagné, ouais. On va avoir une victoire très amère. On sent que ce banquet à la fin ne va pas pouvoir se réaliser. Est-ce que donc Luffy ici ne parlerait pas tout simplement du banquet de fin de manga qu'Eiichiro Oda a envie d'écrire pour la toute fin de One Piece? Est-ce que ce ne serait pas ce banquet là, découvrir le One Piece, faire tout ça, finir le manga et là ensuite, comme il avait dit au début de Onigashima, faire ce banquet? Je vais juste noter un petit truc très important, c'est entre Zoro et Sanji, Zoro très souriant hein, tout le long du chapitre, ouais. Un Zoro qui a retrouvé ses émotions à croire qu'il a mangé un smile, qui va retrouver un capital sympathique auprès des lecteurs qu'on a perdu depuis... je sais pas, le chapitre 4 de One Piece. Ici, on a une inversion, je trouve très sympathique avec un Sanji qui va du coup être le mec badass et tout ça, et un Zoro qui ici est le mec tout gentil. Je veux vraiment que ça continue comme ça un petit peu pour contrebalancer. C'est vraiment ce qui me touche le plus moi dans les Mugiwara, c'est de voir leurs émotions. Et ce Zoro, ça faisait vraiment trop longtemps et j'ai l'impression qu'Oda, je sais pas quel cri d'alerte il y a eu dans sa famille ou quoi, il dit oh fais sourire Zoro. Je suis désolé mais je crois qu'on a eu le quota de sourire pour Zoro jusqu'à la fin de One Piece donc Mais alors ils attaquent tous et c'est fou parce qu'on a 2 pages directement de chaque Mugiwara qui attaque, sauf le petit trio peureux qui bon est extrêmement mignon, Chopper, Nami et Usopp sur le Sonic comme ça qui regarde. Donc eux on n'a pas d'attaque pour eux, on n'a pas de petite démonstration de force là pour l'instant. Je sais que j'en ai lu beaucoup qui disent totalement déçus, au bout d'un moment il faut qu'ils soient matures, il faut qu'ils soient forts. Ce n'est absolument pas nécessaire, c'était juste des sous-fifres. Ils vont tout à fait se démontrer lors d'Onigashima, il n'y a aucun souci. Mais il est super important à noter que les 3 quand même combattants de Luffy éternels, hein, ce reste Sanji, Zoro et Jinbei, ont alors un petit secret envers leur capitaine, un secret que leur capitaine d'ailleurs n'aime pas tellement des masses hein. Si Zoro s'est sacrifié pour Luffy, au bout d'un moment on lui a quand même demandé pourquoi est-ce que tu ferais ça. Simplement parce que Sanji, bien plus tard, 2 ans plus tard, on lui demande également pourquoi est-ce qu'il se laisserait prendre, se faire marier, etc. à l'autre bout du monde là, tout simplement parce que Luffy fois totalement, mais genre aveugle envers leur capitaine. Et alors on se dit, et c'est la théorie qui vient avec Jinbei, que merci le pot de départ, merci les... Non. Un double jeu de paroles sur j'ai perdu du temps. Et je pense alors que pour échapper à Big Mom, il me semble évident que c'était impossible, hein, que c'était un dernier barrage pour aider les Mugiwara à partir. Si Jinbei arrive à partir comme ça, ce n'est pas normal. Alors je pense que du coup ce qu'il a fait c'est à Big Mom, je quitte ton équipage, comme d'hab si tu veux tu prends mon âme etc. Et elle va dire mais qu'est-ce qui mériterait l'idée que tu perdes autant d'âme, autant de durée de vie, toi le Shichibukai paladin des mers? Ben parce que... Je pense que c'est ici les 3 secrets que détiennent les 3 bras droits, ça fait beaucoup de bras droits pour Luffy. Il faudrait vraiment que Luffy ne soit jamais au courant de ça. On sait que Robin est au courant parce qu'elle a entendu ce Thriller Bark. Et donc peut-être qu'un jour, ces 3 sacrifices là reviendront vraiment au goût du jour parce que Robin l'a entendu. Jinbei va devoir un peu leur raconter ce qui s'est passé cette nuit de pleine lune là. Comme Mihawk disait à Zoro, Luffy est la seule personne qui à ces 3 monstres de puissance aura totalement chamboulé leur ambition, qui les aura écrasés au sol et qui leur a dit putain mais en fait grave je suis une merde devant la volonté du dit là, et moi je veux que mon capitaine devienne le roi des pirates.
Comment est-ce que je pourrais avoir des ambitions si je peux pas protéger celle de mon capitaine? Luffy ne le saura Luffy sans ne doute le saura jamais. sans doute jamais, c'est comme Roger, hein. Je pense que Riley il a fait du très sale pour lui, et c'est comme ça, c'est naturel. Il n'y a pas de dette ici, parce que Luffy n'est en rien redevable à ses hommes, c'est limite eux qui se sentent redevables pour juste Luffy d'exister. Il y a l'idée dans un équipage de dette, ça n'existe pas, ça n'existe que entre deux monstres, entre Kaido et Big Mom. Il est incroyable quand même de se rendre compte que Kaido, la créature invincible, la plus puissante du monde, a une famille, a un fils. Mais alors, qui cela peut bien être? C'est simple, deux choix, ou c'est quelqu'un qu'on connaît, ou bien c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Dans One Piece, les deux sont largement possibles, mais une chose est sûre, c'est que ce personnage-là est quand même assez paradoxal. Ce n'est pas rien qu'Ichiroda le met ici maintenant. Alors que Kaido a épargné celui de son grand rival, il en a finalement un, il a un fils. C'est une ironie mais totale en fait. Et ce qui est vraiment beau, c'est que je pense que ce personnage là, du fils de Kaido, va être là pour contraster celui de Momonosuke, le petit qui veut absolument devenir comme son père, va sûrement rencontrer un qui ne veut surtout pas devenir comme son père. Un contraste qui va permettre aux deux jeunes hommes en fait, eh bien, de mieux se comprendre, de mieux se retrouver, de se dire que peut-être qu'il y a du bon à prendre chez le papa, mais un petit peu aussi se forger soi-même. Et alors ce qui est évident ici, c'est que il y a un truc moi qui m'a sauté aux yeux d'un coup, c'est comment est-ce que du coup on a un Kaido qui pouvait se permettre de dire oh, c'est ça le fils d'Oden Kuzuki et qui le balance comme ça, va crever. Et ben maintenant ça prend sens dans l'idée que si lui il a une brute épaisse comme fils, et bien peut-être qu'ici il peut pas du tout comprendre comment le truc qui fait 2 cm de haut ça pouvait être le fils du mec qui a absolument tranché l'abdomen. Et du coup ça va être capital de savoir si cet enfant-là, eh bien, vu comment il est présenté par un Kaido, vous savez, mais vraiment c'est le père de famille qui fait mais putain, mais quand est-ce qu'il arrête de regarder des vidéos sur YouTube là? Viens ici maintenant. Eh bien on se dit d'un coup, ça semble évident qu'il ne va pas trop aimer son papa. Réveille-toi, Didounet. Ah ouais, je vais me lever, ça va partir en coups, lâche-moi. Il parle comme ça parce que dans ses jeux, il a le même langage, il doit avoir la même violence dans son langage. Avec quelques copains, Driss a tout de même fait le pari de réduire le temps qu'il passe devant son ordinateur. Moi je dis, si chacun aurait une copine, on pourrait sortir tous les jours, à mon avis, elle pourrait vraiment nous aider. Moi le soir, quand je joue beaucoup et que je vais parler avec ma mère, je l'envoie plutôt péter que... Ouais, moi aussi, genre, même quand je suis en train de jouer, quoi, je suis en train de pas perdre. Aussi, c'est tout le temps, même quand t'es pas énervé. Elle me parle, je dis laisse-moi et tout, genre je suis énervé. Il est donc très beau de repenser vraiment au chapitre 973 et de voir que Kaido a ressenti quelque chose en voyant Momonosuke. De la pitié, on sait pas, de la haine, mais en tout cas, il a compris lui parce qu'il était père en fait. Et alors, on peut très bien se demander si à l'époque, son fils n'avait pas aussi 8 ans comme Momonosuke. Ce qui serait donc vraiment beau, c'est que le premier est grandi et le deuxième non en fait. Et de savoir qu'aujourd'hui, peut-être que Momonosuke, via Kanjuro emmené sur Onigashima, va peut-être faire la rencontre de ce fils qui a en fait 28 ans. Et ce serait beau, vous savez, ce serait vraiment un adulte qui aide le petit parce qu'ils se comprennent et que l'un apprend la vie à l'autre. Mais alors qui ? Et c'est marrant parce que la première théorie qui revient et qui franchement nous fait marrer tellement ce serait mais à la fois absurde mais crédible, c'est le personnage de Jin. Si vous voulez, cette théorie elle est extrêmement symptomatique de qui est le fils de Kaido, cette idée globale qui veut que les fans recherchent comme ça un personnage qui aurait déjà existé, puisqu'en fait elle est sans faute. Et du coup c'est pour ça qu'elle fait sourire, puisque c'est pas parce que vous savez une théorie est sans faute qu'elle est forcément juste, hein. Mais du coup c'est vraiment très excitant parce que ce personnage là, si vous voulez, déjà, et pour commencer, il a également 28 ans, en tout cas tout presque, il a 27 ans et demi. Ouais. Et du coup, ce qui est vraiment très très beau de se dire, c'est tout simplement l'idée que Jin, d'accord, ce personnage-là un petit peu au teint mat, qui est extrêmement, je répète, extrêmement rare dans un manga, dans One Piece. Il y a très très peu de gens mat et qui du coup va être un petit peu même typé, je sais pas si vous avez cette impression-là de Jin, mais un petit peu typé Maghreb, vraiment. Ouais, c'est ça, Et du coup, Kaido c'est un peu l'idée également, je veux dire le mec, et c'est pas un suédois. Et du coup, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que Jin, qui déjà est le nom d'un alcool et qui porte un dragon du coup sur sa veste, ça c'est quand même à mourir de rire, mais quand même c'est vraiment très amusant de se dire que du coup Kaido est quand même un alcoolique qui est un dragon asiatique. Et venant d'un alcoolique, ce serait limite drôle qu'il appelle son fils Jin, putain, non mais c'est ouf. C'est vrai. Ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en plus, le truc qui est le plus intéressant, c'est que donc au chapitre quand même 67, et on a quand même Jin
qui promet à Luffy et Sanji de se rencontrer dans Grand Line. Et c'est pourquoi Jin est un des personnages les plus attendus par les vieux lecteurs de One Piece. C'est vrai, c'est ultra émouvant parce que sinon, quand est-ce que ce personnage il va réapparaître? Si c'est vraiment lui, ça peut marcher. Parce que quoi? Parce qu'en fait, il a une dette envers les Mugiwara. Ce serait monstrueux. C'est exactement Lola en fait. Voilà, et donc ça se reflèterait sur sur Lola. C'est le payback en fait, ça qui est incroyable. Absolument. Et donc comme la fille de la mère avait aidé sur Okeka Island, et ben ici, le fils du père pourrait aider sur Onigashima parce que Sanji lui a donné du riz cantonné. Il a donné des crevettes à quelqu'un sans le savoir, ça allait faire tomber Kaido. Non mais imaginez l'effet papillon, c'est ça qui est trop beau en fait. Si c'est vraiment le cas, bah voir tout simplement Jin qui a pile l'âge de Momonosuke, qui est censé avoir 28 ans, ça veut dire qu'il avait le même âge quand Oden est mort il y a 20 ans et tout, ce putain de truc. Imaginez comme ce serait ultra émouvant de voir voilà un jeune adulte porter Momonosuke et être là en mode ouais mon père je le déteste et tout. Et en plus il le dit lui-même, il dit vraiment que pour la première fois en voyant Luffy sur le Baratie, il a compris que manipuler et tuer les gens n'était peut-être pas la bonne méthode et qu'en fait il faudrait peut-être suivre un peu la philosophie du chapeau de paille. Ce qui est très beau avec le personnage de Jin, le démon, c'est que lui aussi porte un masque, une véritable carapace que seul Sanji aura réussi à briser, dévoilant son vrai visage. C'est la première fois que quelqu'un se montre aussi gentil envers moi. Dans le terrible cercle de Kaido, où la violence règne, il serait vraiment très beau de comprendre pourquoi il n'a jamais trouvé sa place. Pourriez-vous s'il vous plaît renoncer à vous emparer de ce navire? Est-ce que ce ne serait pas la deuxième fois que Jin pose cette question? Il y a 20 ans, encore enfant, en pleurs, aurait pu demander à son père: pourriez-vous s'il vous plaît renoncer à vous emparer de ce pays? Et Kaido, comme Don Krieg, l'aurait renié, expliquant pourquoi il se serait enfui, cherchant une nouvelle et terrible figure paternelle pour se retrouver 20 ans plus tard sur East Blue dans l'équipage de l'homme considéré comme le plus fort du monde, mais affamé. Nous allons pouvoir aller sur des choses beaucoup plus concrètes parce que s'il y a quelqu'un qui a 28 ans également, qui est présent sur Wano Kuni, qui était là du coup il y a 20 ans et qui avait 8 ans lorsque Momonosuke qui avait 8 ans était dans le château des flammes, etc. C'est Jack la sécheresse. Autre candidat très crédible, il s'agit du représentant de Kaido dans la communauté de l'ombre. Membre de la pègre et apparu uniquement à Punk Hazard, son physique est très proche de celui de l'empereur. Une véritable figure de l'ombre qui permettrait à l'auteur de cacher jusqu'au bout le fils de Kaido. Et très important, le candidat dont tout le monde parle, le favori aussi, c'est Katakuri tout simplement. Mais alors étrangement il y a du pour et du contre et en fait je pense que ça ne peut pas être Katakuri. La première raison c'est tout simplement qu'ici il parle de son fils et que Katakuri est un triplé avec Daifuku et Oven. Et donc aussi le second truc c'est qu'il a presque 50 ans le bougre. La philosophie de Katakuri nous l'avons déjà eu expliqué sur Whole Cake Island de pourquoi il est comme ça envers sa famille, envers Brûlé, comment il protège ses petits frères, petites sœurs. Et voilà tout ça c'est déjà réglé sur Whole Cake Island. C'est son arc narratif à lui et je pense pas qu'il va être mêlé à celui de l'empereur. Et pour finir en belle et panadiplos quand même bien parce que cette vidéo on construit ça très très bien. Vous avez vu en introduction la dette et c'est quand même très capital entre Big Mom et Kaido qu'on va sans doute apprendre parce que voilà les Rocks, tout ce passé ténébreux, on y est enfin. Si ça avait commencé chez les dieux, ça finit chez les démons et du coup on a une dette qui est extrêmement importante puisque ici elle pourrait très bien être celle d'un enfant. Lorsque Kaido, vous l'avez vu en intro, dit oui c'était il y a longtemps, elle répond non c'est une dette à vie. Et quoi de mieux pour illustrer une dette à vie qu'un enfant, que toutes les responsabilités que ça implique et que dès que tu donnes un enfant à quelqu'un, eh bien tu es impliqué jusqu'à sa mort, c'est dégueulasse, hein, ou en tout cas à vie, parce qu'un père meurt avant son fils. Et ça c'est très important venant d'un monstre comme Big Mom qui voit ses enfants comme une marchandise. Alors moi je vais vous dire un truc totalement dégueulasse, il voulait un enfant extrêmement fort pour assurer sa descendance. Et je crois qu'il a demandé peut-être à Big Mom de croiser leurs gènes totalement monstrueux. Et elle a dit très bien, je vais te filer un gosse. Et vous savez, comme une pire sorcière, et ben elle a fait une ardoise, elle a dit ah tu me dois ça, et c'est une dette à vie. Ou sinon tout simplement peut-être que grâce à son fruit du démon de l'âme, et ben lui a peut-être influé de la vie, le sauvant
En tout cas, ça reste une dette à vie. Voici tout ce qu'il fallait savoir sur le chapitre 977 de One Piece. On espère que ça vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que là, ici, on est sur vraiment une analyse assez longue qui aura demandé beaucoup de travail. Merci beaucoup pour votre soutien. On se retrouve donc dans 2 semaines pour le chapitre 978 de One Piece. C'était Kitaro. Et c'était Kamal Tero. Ciao, ciao.